Salam alaikum. Nous allons poursuivre la deuxième partie du chapitre 1 de la programmation en Java et on va achever avec les structures de contrôle du déroulement. En Java, il y a trois façons de créer des boucles. Il y a la boucle while, la boucle do while et la boucle for. La boucle while est utilisée pour créer un bloc de code qui sera exécuté tant qu'une condition est satisfaite. Voilà la syntaxe de la boucle while. Donc au début, il y a une initialisation. Donc on aura un compteur qu'on va initialiser au départ. Ensuite, dans la boucle while, on aura une condition. C'est-à-dire tant que la condition est vraie, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la collade et puis on va mettre le code qu'on souhaite exécuter si la condition est vraie. Et avant de fermer la collade, on doit changer la valeur du compteur. C'est-à-dire on peut soit l'incrémenter ou bien le décrémenter. Donc voilà, il y a trois étapes. Il y a l'initialisation, la condition et puis l'incrémentation ou bien la décrémentation du compteur. Alors la boucle commence par tester la condition. Si la condition a la valeur true, c'est-à-dire si elle est vraie, la boucle exécute la totalité du bloc. Ensuite, elle teste la condition une nouvelle fois et répète ce processus jusqu'à ce que la condition prenne une valeur false. À ce moment, la boucle termine son exécution. Voilà un exemple. On a un entier x initialisé à 0 et puis on souhaite imprimer le mot bouclage 10 fois. Alors là, on va ajouter la boucle while tant que x est inférieur à 10. Donc on aura un changement de la valeur de x de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire 10 fois. Alors tant que x est inférieur strictement à 10, on va afficher le mot bouclage et on va incrémenter le x. D'accord? Et on va retourner encore une fois. Est-ce que x est inférieur à 10? On va afficher bouclage, ainsi de suite. Alors vous pouvez également arrêter l'exécution d'une boucle avec des instructions telles que retourner, continue et ou bien break. La boucle do while, la deuxième boucle, ressemble à la boucle while, sauf que do while évalue la condition après les instructions et non pas avant. Donc, avec tant que, on fait le test, la condition, puis on exécute. Mais avec do while, on fait l'exécution, après on fait le test. Donc voilà un exemple de la boucle do while. Il y a toujours une phase d'initialisation, x égale à 0. Voilà do, c'est-à-dire faire. Je vais faire un ensemble d'instructions. Je vais afficher bouclage et je vais incrémenter le x. Et finalement, je vais faire le test. D'accord? Vous voyez que ces deux instructions ont été inversées. Je fais d'abord l'exécution des instructions, après je fais la condition. Alors, la différence principale entre les deux boucles est que, à la différence de la boucle while, la boucle do while, c'est-à-dire celle-là, s'exécute toujours au moins une fois. Donc, si j'exécute une boucle do while, je vais sûrement l'exécuter au moins une fois avant d'entrer dans la condition. Si la condition est fausse, j'aurai au moins exécuté la boucle une seule fois. Et puis, il y a la boucle for. Donc, la boucle for est la plus puissante des constructions de boucles. Donc, voilà sa syntaxe. Donc, il y a l'utilisation du mot clé for. Puis, il y a trois arguments. Il y a le premier argument, c'est l'initialisation. Le deuxième, c'est la condition. Et le troisième, c'est l'opération soit d'incrémentation ou bien de décrémentation de la valeur initiale, ou bien du compteur. Voilà un exemple. For i allant de 0 jusqu'à 10, i++, je vais afficher le mot bouclage. Nous allons poursuivre avec les instructions de contrôle des boucles. Il y a principalement les instructions break et continue. L'instruction break permet de sortir d'une boucle avant que la condition de test soit respectée. Quand la boucle rencontre une instruction break, elle se termine immédiatement en ignorant le code restant. Voilà un exemple.
j'ai x un entier initialisé à 0, ça c'est le compteur, c'est la phase d'initialisation. Ensuite la boucle while ou bien la condition. Tant que x est inférieur à 10, je vais afficher bouclage et puis je vais incrémenter le x. Si if x est égal à 5, je vais sortir, break. Sinon, je vais faire quelque chose d'autre. Donc si on regarde ce programme, on va se rendre compte que je vais afficher bouclage 5 fois pour x égale à 0, pour x égale à 1, égale à 2, égale à 3 et égale à 4. Parce que lorsque x est égal à 5, je vais exécuter l'instruction break. Alors break, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de sortir de la boucle. C'est-à-dire je vais arrêter l'exécution. Ensuite, il y a l'instruction continue. Donc l'instruction continue permet d'ignorer l'itération en cours et de reprendre l'exécution à l'itération suivante de la boucle. Sur l'exemple suivant, j'ai une boucle for pour x allant de 0, x inférieur à 10, x plus plus. Si x est égal à 5, je vais continuer. Continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x est égal à 5, je ne vais pas traiter cette itération, mais je vais passer à l'itération suivante. C'est-à-dire je vais sauter à x égale à 6. D'accord? Sinon, je vais afficher bouclage. Donc là, pour le résultat d'affichage de ce petit programme, donc bouclage va être affiché 9 fois. Donc il va être affiché pour x égale à 0, de 0 jusqu'à 4, et puis de 6 jusqu'à 9. Pour x égale à 5, donc je n'aurai pas à afficher la chaîne bouclage. Ensuite, il y a les instructions conditionnelles. Avec les instructions conditionnelles, le code a la possibilité de prendre des décisions. En Java, il y a principalement deux structures conditionnelles. Il y a les instructions if-else et l'instruction switch. Voilà la syntaxe de l'instruction if-else. Donc il y a if, une condition, condition 1. Donc si la condition est vraie, je vais exécuter le bloc de code 1. Sinon, si la condition 2, c'est la condition 2 qui est vraie, je vais exécuter le code de bloc ou bien le bloc de code 2. Sinon, c'est-à-dire si ni la première condition ni la deuxième n'est vraie, donc je vais exécuter un autre bloc de code 3. Voilà un exemple. If x modulo 2 égale à 0. Ça veut dire si le reste de la division de x par 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, je vais faire l'affichage du message suivant. Je vais dire que x est pair. Sinon, c'est-à-dire si le modulo de x, si x modulo 2 est différent de 0, cela veut dire que x est impair. Ensuite, si x est égal à y, donc je peux afficher le message suivant, x est égal à y. Sinon, si x est inférieur à y, donc x est inférieur à y. Sinon, c'est-à-dire s'ils ne sont ni égaux ni inférieurs, donc c'est sûrement supérieur à y. Ensuite, il y a l'instruction switch. D'une certaine façon, l'instruction switch est une version spécialisée de l'instruction if-else. Voici la syntaxe générale de switch. Donc je vais utiliser le mot-clé switch. Ensuite, je vais avoir ici une expression, c'est-à-dire une variable. Et je vais ouvrir la collade et je vais mettre les différentes valeurs que peut prendre cette variable ou bien cette expression. Donc case, c'est-à-dire le cas, si expression est égale à valeur 1, d'accord, si ça c'est la valeur, ça c'est la variable. Si expression a la valeur 1, dans ce cas-là, je vais exécuter le bloc de code 1. Et je vais terminer par break. Case, valeur 2, donc si expression est égale à valeur 2, je vais exécuter le bloc de code 2. Et je termine avec break. Sinon, c'est-à-dire si expression n'est égale ni à valeur 1 ni à valeur 2, je vais exécuter un code, bien un bloc de code 3.
Voilà quelques remarques importantes dans l'utilisation de la structure conditionnelle switch. Donc les blocs de code n'ont pas besoin d'être mis entre accolades. C'est-à-dire, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades après les deux points et ici. Le bloc de code default correspond au bloc else d'une instruction else if. Donc ce default, celui-là, il correspond voilà, à else. Okay. Le dernier else, c'est default. Les blocs de code sont exécutés selon la valeur d'une variable ou d'une expression et pas d'une condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous ne pouvez pas mettre une condition, mais vous avez le droit de mettre uniquement une variable. D'accord? Alors, la valeur de l'expression doit être de type nombre entier. OK? Ou d'un type qui peut être transtypé en int sans risque, comme le char. C'est-à-dire que expression, il peut être soit un entier, soit un caractère. Ou bien sa valeur, je veux dire sa valeur ne peut être que un entier ou bien un caractère. Les valeurs case doivent être des expressions constantes du même type que l'expression. Voilà, ici pour valeur, valeur 1, valeur 2, etc. Donc ce sont des constantes. Par exemple, si j'ai ici un entier x, donc là je peux mettre x égale à 1, 2, 3, donc je vais mettre une valeur qui est constante. Le mot-clé break est facultatif. Donc le mot-clé break que j'utilise ici, après chaque case, il est facultatif. Il est nécessaire, donc son rôle c'est quoi? C'est terminer l'exécution de l'instruction switch une fois qu'un code de bloc s'exécute. Par exemple, si break n'est pas mis après le code ou bien le bloc de code 1, et si bloc code 1 est exécuté, alors bloc code 2 s'exécute immédiatement après bloc code 1. Donc là, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, j'ai oublié de mettre break, donc, et puis la valeur de l'expression est égale à la valeur 1. Donc ce que je vais exécuter, c'est bloc code 1. Donc si j'oublie de mettre break, ce que va faire le programme? Il va exécuter le bloc code 1 et puis il va continuer avec le bloc code 2. Parce que le rôle de break, c'est d'arrêter l'exécution une fois un cas a été traité. D'accord? Si j'oublie les breaks, donc si cette condition est vraie, donc il va exécuter la première, deuxième, ainsi de suite. Ensuite, si un bloc de code doit être exécuté quand l'expression a une valeur parmi plusieurs, il faut énumérer les valeurs, chacune étant précédée d'un mot-clé case et suivi par un point-virgule. Je vais vous expliquer ça par la suite via un exemple. Alors voilà le premier exemple de l'utilisation de switch. Supposons que j'ai une variable qui s'appelle grade ou bien le grade. C'est un entier initialisé à 4. Et puis je vais traiter les différents cas de grade. Alors si switch grade, donc si grade est égal à 0 ou bien à 1, donc je ne vais rien faire. Il n'y a pas de traitement à réaliser. Si case est égal à 2, je vais afficher le message échoué. S'il est égal à 3, afficher passable. À 4, afficher bien. 5, très bien. 6 avec félicitations. Sinon, si la valeur de grade n'est égale ni à 0, ni à 1, ni 2 jusqu'à 6, dans ce cas-là, je vais afficher un message, ce qui veut dire que ça n'existe pas. D'accord? Donc à chaque fois que je vais faire l'affichage d'un message, je vais terminer par break pour ne pas continuer l'affichage de tous les messages. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'affichage d'un seul message. Voilà un deuxième exemple, switch C. Alors là, pour le grade, c'est un entier. Et ici, pour le C, c'est un caractère. D'accord? Donc, case 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, si le caractère C est égal soit à 1, soit à 3, soit à 5, ou bien 7, ou bien 9, dans ce cas-là, je vais afficher le message suivant et je vais dire que C est un chiffre impair.
D'accord? Sinon, par exemple, si C est égal à 0, 2, 4, 6 ou bien 8, dans ce cas-là, C est un chiffre pair. Sinon, si le C est un espace, ça c'est un espace, donc je vais afficher le message suivant, C est un espace. Sinon, donc si C ni un chiffre ni un espace, donc je vais afficher le message correspondant. Ensuite, on va parler maintenant des types de données Java. Donc il y a plusieurs types de données en Java. Ils sont regroupés ou bien divisés en deux catégories. Donc il y a les types de données primitifs ou bien intégrés. Il y a les types de données composites. Alors les types de données primitifs peuvent ensuite être divisés en trois autres catégories. Alors il y a les numériques, les booléens et les caractères. Ils sont compris par le compilateur et ne nécessitent pas de bibliothèque spéciale pour être exécutés. D'accord? Alors les types composites sont de deux sortes. Il y a les tableaux, il y a les chaînes de caractères. Généralement, les types composites nécessitent l'utilisation de bibliothèques spéciales pour être exécutés. Voilà un tableau qui englobe les types de données primitifs qu'on utilise en Java. Donc il y a le type booléen qui est stocké sur un seul bit, true ou bien false, 0 ou 1. Il y a le type char codé sur 16 bits, le byte codé sur 8, short codé sur 16. En fait, la différence entre ces deux-là, c'est que un char, c'est un type non signé, alors que short, c'est un type signé. Alors, il peut prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Celui-là, il n'a que des valeurs positives. Ensuite, le type int, codé sur 32 bits, le long sur 64, float sur 32 et le double sur 64. Donc voilà un exemple de la déclaration de certains types de variables. Dans le main, je vais déclarer la variable results de type booléen et que je vais initialiser à true. Donc il est codé sur un seul bit. Ensuite, je vais déclarer un caractère option que je vais initialiser au caractère C. Et puis, il y a le grade, un double, que je vais initialiser à 0.0. Alors là, il y a une remarque assez intéressante, c'est que la taille des différents types de données en Java est indépendante de la machine hôte, c'est-à-dire la machine sur laquelle je vais exécuter mon programme, elle n'a pas d'intervention sur les types de données. Par exemple, on sait certains types de variables dépendent de la machine hôte ou bien de la machine sur laquelle je vais exécuter mon programme. Ensuite, il y a les types de données composites. Comme on l'a dit, il y a principalement deux. Il y a les tableaux, il y a les chaînes de caractères. Alors, on va commencer par les tableaux. La déclaration d'un tableau se fait à l'aide d'une paire de crochets. Vous devez mettre crochet ouvrant et crochet fermant. Voilà un exemple. Nombre est un tableau d'entiers. Alors, en Java, il y a une variété pour déclarer un tableau. Donc, je peux mettre les crochets soit avant le nom de la variable ou bien après le nom de la variable. Donc, on sait, si vous vous rappelez, on met toujours les crochets après le nom de la variable. Mais en Java, on a la possibilité de mettre les crochets avant ou bien après le nom de la variable. À la différence de C, les tableaux en Java sont des objets de la classe tableau. Ces déclarations n'introduisent que des références des tableaux et n'allouent aucune place dans la mémoire. Donc on ne peut pas indiquer le nombre des éléments dans la déclaration. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait uniquement la déclaration d'une variable nombre de type tableau et aussi voyelle de type tableau. Mais on n'a pas encore alloué la mémoire ou bien on n'a pas encore réservé la mémoire pour ces variables de type tableau. Alors pour allouer la mémoire pour ces tableaux, on peut soit utiliser l'opérateur new, ça ressemble à malloc en C. Donc on peut soit utiliser new pour allouer la mémoire.
Donc voilà un exemple, int nombre, c'est le tableau nombre. On va mettre égal à new int 10. Donc cela veut dire qu'on va allouer 10 cases de type int pour le tableau nombre. D'accord, voilà le type qu'on va allouer et là on va mettre la taille de notre tableau. Ça c'est la première façon pour allouer la mémoire pour un tableau. La deuxième c'est affecter une série d'éléments au tableau au moment de sa création. Voilà, par exemple, voyelle, c'est un tableau de caractères. Donc j'ai fait la déclaration, ensuite je fais l'initialisation de mon tableau et en même temps je lui alloue la mémoire. Donc je vais mettre les caractères suivants dans le tableau voyelle. Je vais mettre A, E, I, O et U. Donc là je vais allouer la mémoire, ou bien je vais allouer 5 cases pour le tableau voyelle. Alors la taille d'un tableau est disponible grâce à la variable publique length. C'est-à-dire je peux utiliser l'instruction suivante, int longueur égale à voyelle.length. Donc si je mets la variable publique length à côté d'un tableau, donc je vais retrouver la longueur du tableau, c'est-à-dire combien de cases se trouvent dans mon tableau. Ensuite, si j'écris char c égale à voyelle de 0, là je vais accéder à la position 0 du tableau voyelle. Je vais récupérer le caractère et le mettre dans la variable c. Donc là, si on revient à mon tableau, donc je vais accéder au caractère A qui se trouve dans la position 0 et je vais le mettre dans la variable c. Alors, l'accès à un élément qui est à l'extérieur du tableau génère une exception. Cette exception-là s'appelle Array Index Out of Bounds Exception, qui est de type Runtime Exception, c'est-à-dire elle appartient à la classe, ou bien elle hérite de la classe Runtime Exception. Donc, supposons que j'ai un tableau qui contient 5 caractères. Donc, les indices correspondants sont indice 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, supposons que je souhaite accéder à la position 5, c'est-à-dire voyelle de 5. Donc, voyelle de 5 ne fait pas partie du tableau. Donc, si je souhaite y accéder, donc ou bien le compilateur va générer une exception de type Array Index of Bound Exception. Donc, généralement, cette exception est toujours générée lorsqu'on utilise les tableaux et les boucles. C'est-à-dire lorsqu'on souhaite parcourir les différentes cases d'un tableau avec une boucle, des fois, il nous arrive d'accéder à une position qui ne fait pas partie du tableau. Et là, on obtient cette erreur-là. Donc là, cette erreur, vous allez toujours vérifier les bornes de votre boucle. Si par hasard vous accédez à une position qui ne fait pas partie du tableau que vous avez déjà déclaré. Ensuite, il y a la méthode ArrayCopy. ArrayCopy, c'est une méthode de la classe système et qui sert à copier un certain nombre d'éléments d'un tableau dans un autre. D'ailleurs, comme son nom l'indique, ArrayCopy, c'est-à-dire copier un tableau. Voilà sa syntaxe, donc system.arrayCopy, ça c'est le nom de la classe, ok, c'est la classe système, et voilà le nom de la méthode. Donc la syntaxe en Java, c'est le nom de la classe, point, le nom de la méthode. Alors pour les arguments de cette méthode, donc j'ai l'objet source, puis la position source, et puis l'objet destination et la position destination, et puis la longueur. Donc je vais vous montrer, vous expliquer la syntaxe via un exemple. Alors on souhaite ajouter un caractère au tableau voyelle. Comme vous l'avez remarqué, notre tableau voyelle contient uniquement 5 voyelles, alors que le nombre de voyelles en français est égal à 6. Donc il manque la voyelle Y. Donc notre objectif, c'est d'ajouter la voyelle Y dans notre tableau voyelle. Donc voilà notre tableau voyelle qui contient les 5 voyelles qu'on a vues précédemment. Ensuite, je vais déclarer un deuxième tableau qui s'appelle temp, lui aussi de type char, de type caractère. Donc, je vais le déclarer et je vais lui allouer la mémoire. Mais cette fois, lorsque je vais lui allouer la mémoire, je vais allouer
la mémoire de voyelles plus une autre case. C'est-à-dire je vais dire la taille de temp va être supérieure à voyelle par 1. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire new child, c'est-à-dire je vais allouer des espaces pour des caractères et pour le nombre de cases va être égal à la longueur du tableau voyelle plus 1. C'est-à-dire là j'ai 5 et je vais ajouter un autre pour la voyelle Y. Ensuite, je vais utiliser la méthode ArrayCopy. Donc, comme on l'a vu, elle demande la source, c'est-à-dire le tableau source, la position de la source, le tableau destination et la position de la destination, et puis la longueur du tableau. Donc, regardez ici, donc, je vais copier dans temp, ça c'est le tableau sur lequel je vais faire la copie. Donc, je vais copier le contenu du tableau voyelle. Donc, voilà le tableau voyelle. Je vais copier le contenu du tableau voyelle dans le tableau temp. Voilà le tableau temp. Et je vais faire la copie à partir de l'indice 0. C'est-à-dire je vais copier le A, le A, pardon, le E, le I, le O et le U. D'accord? Donc je vais copier à partir de la position 0 de la source et je vais le mettre à partir de la position 0 dans le tableau destination. C'est-à-dire A va être mis dans la position 0 du tableau temp. Et pour la taille des éléments que je vais copier tous les éléments du tableau voyelle. Voyelle.length. D'accord? Je vais copier A, E, I, O, U dans le tableau temp. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à la dernière position du tableau temp et je vais mettre la voyelle Y. Voilà, voyelle.length. D'accord? Ensuite, je vais copier le tableau temp dans voyelle. C'est-à-dire, je vais écraser l'ancien contenu de voyelle et je vais le remplacer par le contenu de temp. D'accord? Donc, c'est comme si je vais supprimer ces différentes valeurs et je vais copier dedans les valeurs de temp. Alors, voilà une remarque, il n'y a plus de différence de référence sur l'ancien objet, il sera récupéré par le ramasse-miettes. C'est-à-dire, l'ancien contenu de voyelle va être écrasé. Ensuite, il y a le parcours des tableaux. Donc, nous allons voir quelques instructions ou bien quelques boucles en particulier pour parcourir les éléments d'un tableau. Alors, pour parcourir complètement ou bien partiellement un tableau, il suffit d'utiliser une boucle for, par exemple. Voilà la classe array qui contient la méthode main et puis j'ai déclaré un tableau tab d'entier dans lequel je vais mettre les valeurs suivantes, -3, 4, -17, 2, -1 et 8. Ensuite, je vais parcourir mon tableau avec la boucle for int i égale à 0, i inférieur à tab.length. Donc là aussi, on utilise la variable public length pour reconnaître le nombre d'éléments dans le tableau. Et puis i++, et puis je vais afficher les différentes valeurs de mon tableau tab avec tab de i. Et puis j'aurai le résultat final qui m'affiche les différentes valeurs de mon tableau. Voilà une remarque, il ne faut pas oublier que le premier indice du tableau est 0. Ensuite, on parcourt toutes les positions jusqu'à tab.length -1. D'accord? Donc là, pour tab.length, il n'est pas inclus dans la boucle. Donc le i va s'arrêter à tab.length -1. Ensuite, il y a une autre version pour parcourir les éléments de notre tableau avec la boucle for, bien la boucle pour améliorer. Le Java 5.0 offre une nouvelle boucle for qui permet de parcourir facilement tous les objets qui représentent des collections d'objets, comme des tableaux ou autres. La syntaxe de cette boucle for est la suivante. Donc on a toujours le mot-clé for, et puis j'ai ici le type de données, ensuite le nom de la variable, 2 points, et puis la collection que je souhaite parcourir. J'ouvre les accolades, je vais mettre les différentes instructions que je souhaite réaliser pour la boucle for. Alors voilà un exemple, j'ai un tableau,
Puis j'ai la méthode main. Ensuite, je vais déclarer tableau. C'est un tableau d'entier que je vais initialiser aux différentes valeurs suivantes. Voilà la boucle for. Donc là, je vais mettre d'abord le type de données. Donc mon tableau contient des entiers, donc le type de données, c'est un entier. Ensuite, je vais mettre le nom d'une variable, np, c'est-à-dire les valeurs qui se trouvent dans mon tableau, je vais les mettre dans des variables de type int np, et puis deux points, et là je vais mettre la collection que je souhaite parcourir. Donc la collection que je souhaite parcourir, c'est le tableau tab. Donc je vais parcourir les différentes cases de mon tableau, récupérer chacune des valeurs, la mettre dans la variable int np, que je vais par la suite afficher sur la console. Alors Java gère les tableaux à plusieurs dimensions avec des objets. Ce sont des tableaux de tableaux. Donc voilà la syntaxe de la déclaration des matrices. Elle ressemble à celle de C. Donc c'est une matrice d'entier. Je vais mettre les deux crochets. Premier crochet, c'est pour les lignes. La deuxième, c'est pour le nombre de colonnes par ligne. Ensuite, je vais allouer la mémoire pour la matrice. Pour l'allouer, je vais utiliser le mot-clé new. Et puis, ma matrice est de type int, donc je vais mettre ici entier, int. Et je vais réserver 3 lignes et 8 colonnes pour la matrice. Donc voilà 3 lignes et 8 colonnes. Alors par défaut, lorsque vous faites l'allocation de la mémoire pour un vecteur ou bien pour une matrice, donc le système va affecter des valeurs 0 à chacune des cases du vecteur ou bien de la matrice. Et ces valeurs-là, je peux les modifier par la suite. Donc je peux accéder à certaines positions de la matrice et je peux changer leur valeur. Par exemple, je peux accéder à la position 0, 0 de la matrice et lui affecter la valeur 3. Aussi, je peux accéder à la position 1, 1 et puis mettre la valeur 5 dans cette case. Ensuite, on peut créer des tableaux dont les lignes n'ont pas forcément la même taille. Alors en Java, c'est une particularité qui n'existe pas en C, c'est qu'en Java, on peut créer une matrice où chacune des lignes contient un nombre de colonnes différent. Donc voilà la déclaration de la matrice. Je vais lui allouer la mémoire et je vais préciser uniquement le nombre de lignes. Je vais préciser 3 lignes pour cette matrice. Ensuite, pour chaque ligne, je vais allouer un nombre différent de colonnes. Par exemple, dans la ligne 0, je vais allouer 3 colonnes. New int 3. Pour la deuxième ligne, je vais allouer 5. Et pour la troisième, je vais allouer 4 colonnes. Voilà un exemple. Donc, la classe s'appelle matrice entier. Dans la méthode main, je vais déclarer une matrice et je vais lui allouer la mémoire en réalisant l'initialisation. C'est-à-dire je vais affecter des valeurs à la matrice. D'accord? Donc là, je vais utiliser les accolades pour faire le remplissage. Donc chaque ligne, donc voilà la première ligne contient 2 valeurs 3 et 4 et la deuxième ligne contient 4 valeurs. Donc la matrice contient 2 lignes, voilà la première ligne, voilà la deuxième ligne. Pour la première ligne, elle contient 2 colonnes et la deuxième ligne contient 4 colonnes. Alors ensuite, on va utiliser les deux boucles, la boucle de I et celle de J pour parcourir les différentes cases de la matrice. Alors pour la boucle de I, donc pour I allant de 0, I inférieur à mat.length I++. Donc pour retrouver le nombre de lignes de la matrice, on va utiliser mat.length. Ensuite, maintenant, on va essayer de parcourir les différentes colonnes de la matrice en utilisant une deuxième boucle J. Alors for J allant de I jusqu'à 0, J inférieur à mat de I.length. Donc là, puisque le nombre de colonnes change d'une ligne à autre, donc il faut préciser de quelle ligne on va parler. D'accord? Donc là, on va mettre mat de I.length, puis J++, et après on va faire l'affichage des valeurs de la matrice mat de IJ. Là, on va ajouter, là c'est print, donc je vais afficher les valeurs l'une à côté de l'autre. Et après avoir terminé l'affichage des éléments d'une ligne, donc je vais faire un retour à la ligne pour passer à la ligne suivante de la matrice. Donc je vais avoir comme résultat 3, 4,
retour à la ligne, et puis j'affiche les valeurs de la deuxième ligne de la matrice. Voilà un autre exemple d'une matrice que je vais traiter et je vais utiliser la boucle for améliorée de Java. Donc j'ai une matrice qui s'appelle couleur, d'accord, et elle contient les couleurs qu'on connaît. Donc il y a le rouge, le vert, le bleu, et puis le noir et le blanc. Donc comme vous le remarquez, la matrice couleur contient deux lignes. Voilà la première ligne, voilà la deuxième ligne. Pour la première ligne, elle contient 3 colonnes et la deuxième contient uniquement 2 colonnes. Alors, pour afficher le contenu de ma matrice couleur, je vais utiliser deux boucles. Donc, voilà la première boucle, la boucle améliorée. Donc là, je vais mettre le type de données. Voilà le nom de la variable et puis la collection que je souhaite parcourir. Donc, je vais parcourir couleur. Donc, au début, je vais récupérer une ligne de la matrice. Donc, une ligne, c'est quoi? C'est un tableau de string. OK? Une ligne, c'est-à-dire je vais récupérer, par exemple, rouge, vert et bleu. Donc, rouge, vert et bleu, c'est un tableau. Donc, son type, c'est string et entre crochets. C'est un tableau de caractères, ou bien un tableau de chaîne de caractères. Donc là, j'ai récupéré les lignes. Ensuite, je vais récupérer les éléments dans chacune des lignes. D'accord? Donc ici, je vais mettre ligne. La collection que je souhaite parcourir, c'est ligne. Et puis, je vais mettre chacun des éléments, bien chacune des couleurs, je vais la mettre dans une variable élément de type string. D'accord? Et que je vais afficher par la suite. Donc au début, j'ai récupéré les lignes. Et là, je vais accéder à chacune des lignes et accéder à chacune des valeurs de cette ligne. De la même manière, là c'est print pour ne pas retourner à la ligne. Ça c'est println, c'est pour retourner à la ligne à chaque fois que je termine l'affichage des éléments d'une ligne de la matrice. Ensuite, il y a les chaînes de caractères. Donc, ils sont traités par plusieurs classes. On va citer ou bien se contenter de citer les deux classes suivantes. Donc, il y a la classe string qui va traiter les chaînes constantes et la classe string buffer qui va traiter les chaînes variables. Donc, ces deux classes vont être détaillées plus tard dans le chapitre 3. Donc, avant de terminer ce chapitre, je vais vous montrer comment vous pouvez installer l'Eclipse Installer. Donc, pour le faire, il y a 5 étapes. Donc, d'abord, vous devez télécharger le Eclipse Installer via le lien suivant. Ensuite, vous allez lancer l'exécutable. Puis, vous allez sélectionner le package à installer. Donc, généralement, on installe Eclipse IDE for Java Developers. Ensuite, on va sélectionner le dossier dans lequel on souhaite installer l'Eclipse Installer. Avec parcourir, on va sélectionner l'emplacement dans lequel on souhaite mettre Eclipse. Et puis, finalement, une fois installé, on peut le lancer et pour commencer l'exécution de nos programmes en Java. Voilà quelques références sur lesquelles je me suis basée pour préparer le cours et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous.